Bonjour Bernard Dessau, et nous sommes ravis de vous recevoir pour cette entrevue de la revue Entretemps, revue dans laquelle on interroge la fabrique de la discipline historique, les nouvelles formes d'écriture de l'histoire, mais aussi la manière dont les artistes, dans leur pratique, interrogent à la fois le paysage et l'imaginaire historique. On est particulièrement heureux de vous recevoir ici parce que c'est la première fois que nous recevons un artiste plasticien sur ce plateau. Alors qui vous êtes d'abord un artiste, je l'ai dit, graveur, mais aussi sérigraphe. Vous avez aussi été enseignant à la Martinière Diderot. Vous avez enseigné les arts appliqués dans le supérieur. Vous avez enseigné le design textile, les costumes et également la scénographie. Si on a eu envie de vous inviter ici, c'est parce que vous avez travaillé sur un corpus très singulier d'images composé par les photographies d'identité judiciaire des condamnés à mort de la période qu'on a appelée la Grande Terreur stalinienne, donc qui s'étend d'août 1937 à novembre 1938, et au cours de laquelle on compte environ 750 000 citoyens soviétiques qui ont été condamnés à mort dans une logique de purification soviétique. Ces images, ces photographies, elles ont ressurgi au moment de l'ouverture des archives dans les années 90, et vous les avez rencontrées, je crois, grâce et à travers le travail de Thomas Kiesny, le livre de Thomas Kiesny qui est paru en 2013, qui s'appelle donc La Grande Terreur en URSS 1937-1938, qui est paru donc aux éditions Noir sur Blanc. Cette matière, ces photographies d'identité, vous les avez travaillées, vous en avez produit des gravures. À partir de cette matière, vous avez fait des gravures dont on a ici la chance d'être accompagné par trois d'entre elles sur ce plateau. En tout, vous en avez réalisé 49, donc de ces visages des condamnés à mort. Alors peut-être pour commencer la discussion, et avant de rentrer dans le cœur de notre sujet qui sont ces gravures et ces portraits, d'abord peut-être un peu parler de vous, de votre parcours. Qu'est-ce qui, comment en fait votre parcours vous a d'une certaine manière mené jusqu'à ces portraits et jusqu'à ces gravures? Oui. Moi, j'ai eu une formation donc, aux Beaux-Arts de Saint-Étienne, une formation qui est dans un moment exceptionnel, qui s'est terminée donc après 68, en 1972, et dans un lieu où on a eu une opportunité de lancer de nouveaux départements. Et donc, il y a eu une possibilité d'éclectisme, d'approche pluridisciplinaire, et ça a forgé véritablement ma personnalité artistique. J'ai pu donc bénéficier de rencontres de professeurs engagés, d'équipes étonnantes, et ça a donc mis en moi l'envie de travailler d'une façon éclectique, d'aborder des domaines variés, de travailler en pluridisciplinarité, d'être au cœur de projets avec des équipes, découvrir des aspects nouveaux artistiques et de travailler avec des médiums les plus variés. Donc j'ai travaillé sur la durée comme ça, avec des expériences artistiques à l'étranger, à Berlin entre autres, et aussi en mêlant mon travail d'enseignant. Donc je suis devenu donc un professeur d'art appliqué, comme vous le signaliez, mais tout le temps j'ai voulu mener ces deux axes de front. Donc à tout moment, c'était important pour moi d'associer l'approche singulière, personnelle, avec cette possibilité d'échange, de compréhension aussi des démarches de jeunes étudiants. Quand vous dites que vous avez eu des expériences artistiques, notamment à Berlin, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, moi j'ai travaillé très longtemps avec un ami, Rolf Walter, dans un atelier qu'on partageait. Lui était peintre
Et moi, j'ai plutôt utilisé justement le médium de la gravure, parce que c'était commode, puisque quelque part, j'étais dans un temps fractionné, un temps d'enseignement et un temps artistique. Et la peinture, pour moi, je pense qu'il faut aussi la voir dans une concentration intense. Hein, donc, et la gravure peut s'entreprendre, s'abandonner et se reprendre. Voilà. Donc, j'ai travaillé donc pendant un peu plus de 20 ans, régulièrement, dès que j'avais la possibilité d'aller à Berlin. Et donc ces photos, celles des condamnés à mort dont aujourd'hui on va parler par rapport à ces gravures que vous avez produites, comment vous êtes tombé, enfin quelle a été la rencontre? Il y a eu le déclencheur de la chute du mur aussi. Hein. Donc, moi j'étais très près du mur de Berlin. Notre atelier était à 200 mètres du mur. Et bien sûr, il y avait des événements permanents. Il y avait aussi une information qui circulait sur les archives de la Stasi qui s'ouvraient progressivement aussi. Et c'était un phénomène un peu donc amplifié avec tout le secteur donc de l'influence stalinienne, quoi, donc post-stalinienne. Et donc on avait accès assez vite. Il y avait dans la presse allemande, il y avait aussi des articles très intéressants justement sur les archives du mémorial, sur les méthodes employées aussi pour les premiers qui sont allés dans ces archives en essayant de faire une quête extrêmement rapide, efficace. Donc, il y avait donc des procédés de scan donc adaptés pour faire cette collecte rapide. Tout ce travail de finalement mise à disposition des archives de la période stalinienne à la suite de la chute du mur, ça vous a intéressé Complètement, bien sûr. Et ça, donc on est dans le début des années 90. 90. Bon, alors là, pour l'instant, vous n'avez pas encore connaissance de ces photographies de condamnés à mort de la Grande Terreur. Et donc, ce qui retient votre attention, c'est donc ce livre de Thomas Kiesny, qui est paru en 2013. Et 2013. Comment vous le rencontrez? J'avais vu donc des images, bien sûr, des images du mémorial, qui étaient donc un peu en vrac. Donc le mémorial de Moscou, les archives du bien mémorial. Sûr. Oui, on les voyait à Berlin aussi, on pouvait avoir quelques documents comme ça. Et bien sûr, quand j'ai vu ce livre, j'étais frappé. D'abord par l'échelle des images, parce que les documents d'archives sont beaucoup plus petits, sont traités d'une autre façon, avec une esthétique ancienne. Donc, on a donc un virage souvent des images. Elles sont ocre, bourrin, voilà. L'effet du temps, en fait. Oui, bien sûr, oui. Puis des techniques qui sont plus les mêmes. Des techniques, oui, mais extrêmement fines. Donc, c'était très précis. Je pense qu'il y avait un très bon équipement pour enregistrer ces images de personnes arrêtées. Hein. Voilà. Peut-être puisque on n'est pas forcément au courant de ce que sont ces photographies d'identité judiciaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qu'elles sont à l'origine? Alors, à l'origine, ce sont donc des photos qui sont prises avec plusieurs objectifs. Hein, donc, bien sûr, au moment de l'arrestation, c'est bien sûr un enregistrement, c'est indispensable puisqu'il va y avoir un dossier avec, il va y avoir aussi la décision qui n'est pas connue bien sûr par les victimes, et donc ce document va servir, il n'a pas d'usage de postérité bien sûr, c'est un document administratif, hein, et il va servir dans plusieurs moments, entre autres pour l'interrogatoire
pour l'exécution aussi, puisqu'on va passer donc à un autre personnel d'exécution. Et en général, ces exécutions se font avec une très grande rapidité. Il s'agit de ne pas se tromper de victime, en gros. Et donc, on a le bourreau, les bourreaux ont ces documents à disposition pour aller chercher, en général en fin de journée, les personnes à exécuter. Donc en fait, c'est des outils d'une logique de suppression des éléments. Outils, oui, bien hiérarchisés, bien organisés. C'est un document indispensable qui va être aussi consigné par des membres du bureau politique aussi. Il y aura donc un procès-verbal contresigné aussi à proximité de ce fichier-là. Et ça, on a une idée, parce que j'ai dit 750 000 citoyens soviétiques qui ont été condamnés à mort. Il y a 750 000 photographies d'identité. J'imagine. Et il y en a plus même, puisque dans le cas des arrestations, il y en a eu 1,5 million dans cette période. Donc voilà. On est à peu près à 800 000 personnes qui vont être au goulag. Beaucoup mourront bien sûr en cours de route, mourront au goulag, seront exécutés au goulag aussi. Donc voilà. Donc on a sûrement un dossier très très précis de ces personnes. Et donc dans le livre de Thomas Kinsey, il y en a un certain nombre. Oui, une centaine. Une centaine. Et vous avez je sais pas, il y en a 49 qui ont retenu votre attention ou Alors, comment j'ai procédé? Moi, j'ai pris ce livre en vacances, en été en Bretagne, et j'ai commencé à dessiner. Ça correspondait aussi à un moment où j'ai arrêté mon activité de professeur. Donc, j'avais envie de me consacrer à quelque chose justement de très intense, une production, mettre une force de concentration, une force d'activité là-dedans. Donc j'ai travaillé tous les jours dans cette période estivale à dessiner, puis retour chez moi, j'ai commencé à graver aussi. Donc j'avais une saisie qui se faisait, qu'est-ce que je voulais saisir, qu'est-ce qui est fondamental dans ces images, sont des regards. Ce sont des regards de toutes ces personnes qui sont pour la plupart sidérées, qui sont aussi en lutte. Ces personnes sont vivantes. On va avoir des personnes. On a une archive de cette vie d'un dernier instant, en quelque sorte. Et donc moi, j'ai voulu travailler sur ces regards. Donc ma gravure a commencé comme ça. Donc fixer ce regard, comprendre qui étaient ces personnes dans ce grand anonymat de la capture, en quelque sorte, qui étaient ces personnes. On pouvait identifier un peu les personnalités. On voit qu'on a des personnes. On a beaucoup d'ouvriers agricoles, on a des personnes très, très âgées, on a des très jeunes personnes aussi, et on doit pouvoir penser un peu à leur destin ou à leurs origines, d'abord leurs origines et leur destin aussi. Et donc ça m'a fasciné, ça m'a capté, ça a capturé mon attention. Et véritablement, moi j'ai voulu faire cet enregistrement. J'ai enregistré. Parce que on se pose des questions. Donc, bien sûr, c'est la banalité de ces interrogatoires. Donc, on a une pléthore de personnes, mais elles sont toutes avec une intimité, une personnalité. Et ça, j'ai eu envie de les percevoir, de les approcher. Et alors pour les approcher, évidemment, vous les avez regardés, vous les avez dessinés, et ensuite, donc vous avez... on aimerait un peu rentrer dans votre atelier, voir comment ça s'est passé, comment vous êtes parti du matériau initial, c'est-à-dire ces images qui... Bon là, on en a 3, on voit à peu près la taille.
donc qui sont. On imagine que les photos à l'origine elles étaient plus petites, oui, donc vous avez changé d'échelle. Oui, comment ça s'est oui, fait? oui. Et puis quelle est la technique? Donc numérique. Puis j'ai fait aussi un bouleversement de l'image aussi, puisque je voulais garder une partie de l'identité, donc perceptible pour tout le monde. Et donc quand on grave à l'envers. Donc j'ai tourné l'image en miroir, donc de façon à penser au principe de l'impression après. Et comme je vous le disais, j'ai dessiné auparavant. Il faut se faire une main, bien sûr, dans le dessin, c'est toujours comme ça. Moi, je travaille dans l'entraînement, hein, je travaille en permanence, et le dessin sur papier forme un peu la mémoire cérébrale. Donc, on a bien sûr toute cette possibilité de transcrire avec une forme de naturel, hein, tout en ayant des appréhensions. Hein, quand on est devant un cuivre, ces cuivres ne sont pas excessivement grands, mais c'est déjà grand pour la gravure. Mais il m'est arrivé de travailler sur des plus grandes plaques, et on se trouve devant un miroir. C'est étrange, c'est fascinant, c'est très beau. Et donc il faut savoir comment on va mettre en page là-dedans aussi. Hein. Et donc les dessins préparatoires m'ont aidé souvent à mettre en page. Et j'ai aussi changé un tout petit peu par rapport à la mise en page de la photo qui est stricte, avec un calage de la tête et donc une image centrale. Moi, j'ai voulu jouer quelquefois sur des effets de lumière. Et je vous disais aussi que j'ai travaillé donc au contact de Rolf Walter, qui est peintre, et moi j'ai voulu travailler aussi quelque part dans cette transcription graphique, un peu dans une façon de peindre aussi. Les noirs, je les ai peints par des intensités, par une rythmique, par aussi bien sûr les outils que j'ai utilisés. Parce qu'il y en a, on voit là dans celles qui sont exposées ici, mais il y en a beaucoup d'autres que certaines ont un fond très noir. Et d'autres qui ont un fond très clair. Bien sûr. Ça, ce sont des choix de votre part. Oui, parce qu'en général, il y a un fond neutre qui est pratiquement noir, hein, qui prend un peu les effets de lumière de la photographie. Oui, moi j'ai voulu donc jouer légèrement là-dessus. Et je vous dis quelquefois aussi avec un décalage aussi. Hein. Alors, moi je procède toujours une espèce de fixation sur le regard, et je travaille en gestes circulaires, donc concentriques. Hein, et j'essaie de travailler dans ces équilibres, hein, comme ça. Pour certaines plaques, alors donc vous voyez le cuivre nu comme ça est très brillant. Il faut commencer à amorcer. Hein, il faut graver avec l'outil tranchant. Et à un moment, j'avais besoin moi de trouver des phénomènes de peinture justement, hein, de texture aussi. Donc j'encre légèrement avec l'encre qui sera l'encre future de l'imprimerie. Et dans cette ombre un peu, je trouve les éléments de la structure. Hein. Donc, voilà. Dans d'autres circonstances, j'ai travaillé en noircissant complètement la plaque. Alors avec un procédé qui est assez étonnant, qui est très beau, qui est long à faire, c'est-à-dire que ça s'appelle la manière noire. La manière noire, on travaille avec un outil qui est un berceau. C'est un outil qui a une forme en arc de cercle et qui est muni de picots. Et on tient le manche et on piquette, en quelque sorte, on picote la plaque pour la graver. Donc. Et il faut le faire longuement. Donc si on passe une encre dessus, on va avoir un noir profond. Et pour faire émerger ce visage, on travaille en rebouchant. Et ça, c'est une magie pour moi. C'est une espèce d'apparition. Il y a un spectre qui se fait quand je ponce légèrement avec l'outil, hein, qui est un brunissoir. Et d'un seul coup, on a des blancs qui vont arriver. Et ces blancs vont donner la forme de ce visage.
Donc voilà. Donc pour travailler ces 49-50 gravures, il est évident qu'il ne faut pas être seulement mobilisé par une seule. Il faut penser un tout, il faut les voir un peu en écho. Et très souvent, je travaillais avec 3 plaques à la suite. Donc ça, j'aimais beaucoup cette idée, d'une part pour me concentrer, et puis pour m'abstraire aussi. Et si on parle un peu du fait que je me sois inspiré d'images, ce n'est pas ma pratique habituelle. Dans d'autres domaines, dans d'autres séries de gravures, je n'utilise pas des documents photographiques. Ici, il était très important, pour respecter la personnalité, d'avoir l'identité de ces personnes, donc d'être le plus fidèle possible. Mais ne pas être illustratif. Et comment ne pas être illustratif? C'est quelque part en cherchant à ne pas être littéral, donc prendre des éléments significatifs, se laisser donc embarquer, guider par des aléas, par les aléas de la gravure, puisque c'est un outil qu'il faut maîtriser. Je vous disais aussi, par exemple, que je posais des taches, quelquefois ancrées, qui me donnent éventuellement une texture, une lumière sur un visage. Et donc là, comme ça, pour essayer de revenir à cette forme concrète, mais je n'avais absolument pas envie de lutter avec la photographie, qui est bien plus précise. Et je ne voulais pas faire un plagiat de cette photographie. Je voulais trouver l'intensité de ses regards, cette théâtralisation quand même. Il y a une théâtralisation, c'est un théâtre tragique. Quand on les regarde comme ça, voilà. Donc j'avais envie de faire ça. Et alors ces gravures, elles sont accompagnées du nom en fait des personnes condamnées. De leur âge, de leur origine, parce que vous savez que ce grand crime d'État a touché donc tout le territoire de l'Union soviétique, avec donc des nations. Il y a des gens de toutes les nations. Et l'action qui était engagée, en quelque sorte, c'était véritablement de lutter contre les ennemis du peuple. Donc, entre guillemets, tous ces ennemis du peuple. Il n'y avait pas de personnalité à l'origine, il y avait seulement des personnes soupçonnées de trahison. Et donc, mais moi, je pense qu'elles avaient bien sûr, elles avaient une origine, elles avaient un ancrage dans une région, elles avaient une famille, elles avaient des métiers périlleux. Elles avaient des origines périlleuses aussi, puisque souvent il y avait des nations étrangères ou qui pouvaient être à la périphérie du territoire soviétique, donc avec les influences avec l'Allemagne, d'origine polonaise éventuellement. Donc tout ça faisait des ennemis du peuple très facilement si on voulait faire une action donc criminelle, quoi. Donc si on voulait ça prendre comme prétexte. Voilà. Et donc, ces personnes, il était important de chercher. Alors, l'ouvrage de Thomas Kistny renseigne. Les quelques articles qui sont autour aussi sont très intéressants. De Nicolas Werth, par exemple, bien sûr, qui est, lui, le représentant du mémorial en France, qui a donc fait de nombreux ouvrages très, très documentés sur cette terreur. Les articles, par exemple, d'introduction de Sylvie Kaufmann aussi donnent des indications sur la façon dont quelques personnes ont décidé du destin des populations. Et la question qu'on peut se poser dans ce travail, c'est pourquoi est-ce que vous travaillez sur ces photos, sur ces portraits? Alors, parce que, bon, le travail sur cette violence de masse, ces crimes,
crime d'État, ça interroge toujours pourquoi travailler là-dessus en tant qu'artiste, là en particulier. Comment vous concevez cet engagement-là pour vous et aussi d'une manière plus collective peut-être? Oui. Je fais attention à ce que je vais prononcer parce que moi je suis artiste, je revendique le travail artistique. Je ne fais pas un travail artistique politique. Hein. Je ne suis pas donc pour une propagande politique, donc il faut dissocier aussi ma personnalité, mes engagements. Bien sûr, j'ai des engagements forts, hein, personnels, mais qui restent donc à un niveau, bien sûr, un niveau de l'émotion, qui m'aide à comprendre et à m'intéresser à tout ce qui a été donc aussi dissimulé en quelque part, en quelque sorte. Il y a eu une dissimulation de ce crime. Hein, on n'avait pas les informations en temps réel. Et moi, je voulais donc absolument faire, si c'est une forme de témoignage, c'est de réhabiliter en quelque sorte cette vivacité, ces personnages qui nous interpellent d'une façon silencieuse. Hein. Et à tout moment, j'ai été intéressé par la littérature qui traitait bien sûr de l'Union soviétique, de tous les travers qu'on a pu avoir au fil des décennies qui ont été terribles, qui ont bien sûr commencé très tôt dans cette révolution aussi. Hein. Et là, les lectures que j'ai pu faire, des lectures qui soient des lectures historiques, hein, ou de la littérature aussi, me rapprochaient un peu de cette atmosphère tendue de surveillance, de négation de personnalité, et puis le grand ravage qu'on a fait sur les populations. Et vous dites que toute cette violence et tout ce crime a été caché, n'a pas été. On a dû travailler pour le faire ressurgir et pour en avoir connaissance. Mais il y a quand même une spécificité particulière à ce crime-là, c'est le fait qu'il y ait une documentation exceptionnelle. Enfin, il a été documenté en temps réel d'une manière exemplaire en comparaison avec d'autres crimes où il n'y a pas du tout de documentation, enfin en tout cas des victimes, et de manière exemplaire, mais d'ailleurs comme d'autres crimes, c'est-à-dire, je crois que dans votre parcours, il y a aussi la question des crimes Khmer qui compte, et donc là aussi on avait cette volonté systématique d'enregistrement de ces visages. Enfin, il y a tout ça qui a compté pour vous, je crois, cette volonté de documentation. Oui, mais cette documentation, elle est paradoxale aussi, puisqu'elle est totale, elle est exhaustive, hein, je pense, et elle est cachée. Hein, elle est cachée, donc elle a un but véritablement secret, et on ne va pas diffuser les images de ces personnes arrêtées, on va seulement les sortir du cadre. On voit beaucoup par exemple, quand il s'agit de s'en prendre à des membres des bureaux politiques, par exemple, on va les faire disparaître des documents officiels. On voit même carrément des rayures, on a la tête qui disparaît de ces personnes. Mais ces personnes qui ont eu une existence importante, hein, disparaissent, mais vont faire partie de l'archive accusatrice, en quelque sorte. Hein. Et peut-être... donc vous avez dit que vous avez joué sur la densité de la profondeur du noir ou du clair. Vous avez pris certaines libertés avec les photos initiales. Il y en a certaines dans les corpus d'images sur lesquelles vous avez travaillé qui sont très étonnantes. Notamment, il y en a
une, alors on ne sait pas si c'est une femme ou un homme, c'est pas très clair, mais qui a les yeux fermés par exemple. Oui. Il y en a une autre, là c'est une femme, Friedlander je crois, qui a les yeux au ciel. Bon, là, on se pose la question de si dans la vérité, dans les photos, c'était aussi saisissant. C'est exactement ça. Oui, oui, bien sûr. Je pense qu'il y a eu un moment, entre autres, pour la personne qui a les yeux fermés, elle va mourir dans l'interrogatoire. Elle va mourir dans l'interrogatoire d'asthme. Donc elle est dans un moment de suffocation, de saturation. Hein, donc c'est une intellectuelle polonaise, une syndicaliste, je crois, donc d'origine. Voilà. Donc elle va mourir dans elle n'aura pas besoin de cette balle fatale ou de ce coup fatal. Voilà. L'autre personne qui est je crois, qui est une enseignante d'allemand. Là aussi, dans sa sidération. Donc, il y a le moment du cliché qui se fait comme ça, avec les yeux au ciel. Ouais. Oui, ça c'est fascinant. Hein. Donc, c'est l'émotion la plus grande qu'on peut saisir. Hein. C'est fascinant, c'est saisissant, mais c'est aussi un peu désarmant. Enfin, je veux dire, c'est un gouffre dans lequel vous vous êtes plongé. Comment vous avez fait pour pas vous y perdre complètement, pour pas vous laisser submerger par cette douleur, ce drame. Enfin, comment vous avez réussi à prendre de la distance? Enfin, on parle souvent, nous, en tant qu'historienne ou historien, de la manière dont on peut ou pas prendre de la distance avec nos sources qui parfois sont d'un tragique et insurmontable parfois. Et donc là, en tant qu'artiste, comment on fait? Est-ce que même la technique permet la manière dont... Exactement, vous avez raison. C'est ça. Oui. Il y a aussi donc la méthode que j'ai, c'est-à-dire que je travaille avec plusieurs plaques. Je travaille sur d'autres domaines, hein, donc on pourrait évoquer éventuellement. Je travaille sur un domaine qui est beaucoup plus lyrique, qui est fou. C'est Orlando Furioso. Hein, donc c'est une histoire sans fin, hein, d'un personnage dans une violence incomprise. Hein, et donc ça, je l'ai mené aussi un peu à cette époque-là. Donc je pouvais avoir des alternances. Vous meniez les deux de front? Oui, bien sûr. Oui. C'est un peu comme mes lectures parfois aussi. Donc je lis plusieurs livres à la fois. Et ça aussi, ça régénère complètement. Mais aussi, ça permet quand on travaille par exemple sur le Roland Furieux, de revenir à travers les noirs qu'on va faire sur la plaque ou le geste, la gestuelle violente, de la retrouver quelque part sur une autre plaque concernant la Grande Terreur. Vous voyez, moi je crois que dans la gravure, j'ai la grande chance d'avoir donc beaucoup de ressources. Hein. Il suffit d'être quelquefois dans une minutie et une autre fois aussi de s'en sentir très détendu et d'aller très vite, de poser. Ces gravures elles sont longues à faire souvent, hein, donc qui durent 70 heures environ. Puis d'autres viennent donc assez rapidement. Et comme je le disais, par exemple, dans le cas de la manière noire, je pars d'un néant, je pars d'un noir, hein, en quelque sorte, et je fais immerger aussi. Et donc, vous voyez, il y a une respiration, il y a une ressource chaque fois qui se fait. Et je quitte, en quelque sorte, le pathos, hein, je quitte le tourment, ce tourment quand même qui me tient, hein, donc, parce que j'ai besoin, par exemple, de travailler une texture. Je vous ai dit que j'avais enseigné le design textile, ça me portait beaucoup pour moi. Et donc avec des étudiants, quelquefois, on a eu, dans une expression graphique, à traiter d'une matière textile. Hein, donc de trouver le travail textile par le trait, par la peinture. Bien, là, à quelques moments, je pouvais me fixer complètement dans un rythme d'une chevelure, par exemple.
Hein, là, donc, il y avait ce moment de douceur, peut-être, la capture de la lumière sur une chevelure, une matière d'un vêtement, d'un pullover donc en laine, presque un motif. Il y a un motif sur une chemise, par exemple. Donc des choses comme ça c'est le moment de répit, en quelque sorte. Hein. C'est le moment de répit et en même temps d'assurance, quoi. Oui, parce que le moment de pathos, comme vous dites, c'est le regard. Enfin, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, le regard, vous avez dit que tout part du regard, mais dans la technique, le regard, à quel moment vous le travaillez? Le plus tôt possible. Plus tôt possible. Le plus tôt possible. Et donc, l'avantage aussi des photographies, c'est qu'on a la lumière sur l'œil. Hein. On l'a aussi quand moi je dessine beaucoup des personnages vivants. Hein, je m'entraîne énormément à ça et j'essaye dans le regard de voir de la lumière qui vient sur un œil aussi. Mais là, on peut se poser et voir l'objet donc de l'œil dans tout son volume, essayer de le composer, et dans ses écarts des yeux aussi, qui donnent la personnalité, bien sûr. Hein, voilà. Donc ça, je commence pratiquement tout le temps comme ça, hein, sauf quand je fais émerger la forme générale du noir. Quoi. Et une question, j'ai parlé de la manière dont on peut peut-être rapprocher les questionnements qui peuvent occuper les historiens et les artistes quand on est confronté à de telles images ou de telles archives. Mais bon, il n'en reste qu'on ne fait pas le même métier et que pour vous, ces photos, c'est un matériel pour une œuvre artistique. Pour nous, historiens, enfin pour la communauté des historiens, ce sont des sources. Alors c'est pas la même chose. Mais alors j'imagine que vous l'avez dit, hein, vous avez beaucoup lu Nicolas Werth, vous avez travaillé avec les archives du Mémorial, vous êtes en lien et en contact avec les historiennes et les historiens. Mais quel rapport vous entretenez avec la discipline historique et est-ce que votre travail a été reçu et comment il a été reçu par les historiens? Je pense qu'il y a une proximité avec la démarche des historiens, celle bien sûr de l'enquête, donc vraiment très importante, d'inscrire, transcrire, nommer aussi, de trouver aussi l'intensité de la situation, hein, donc aussi, voilà. Moi, je vois des points de convergence. Puis j'ai des amis aussi historiens très chers. Hein, donc il y a des personnes aussi qui m'intriguent beaucoup dans leur démarche. Hein, donc Philippe Artière, donc m'intéresse beaucoup dans cette façon de s'intéresser à énormément de phénomènes qui sont maintenant captés par l'histoire. Donc ça m'intéresse énormément. Moi, quand j'ai eu aussi à expliquer des phénomènes aux étudiants, je me suis appuyé sur des historiens. Hein. Il y a bien sûr les sources à trouver. Donc, je ne réponds peut-être pas complètement à votre question, mais moi, je crois avoir fait un travail d'enquête en complicité ou en proximité plutôt, proximité avec les historiens. J'ai l'impression de comprendre un peu ces modes de recherche. Hein, voilà. Quand vous parlez d'enquête, on comprend, parce qu'en fait, finalement, je pense que pour chacune de ces gravures, vous pourriez en fait retracer l'existence de chacune et chacun. Alors, il faut le dire, hein, il y a beaucoup de femmes aussi hein, dans ces photos. Et voilà, c'est vraiment une enquête que vous avez menée. Oui. Et puis, je pense à l'auteur Anna Akhmatova, qui, dans Requiem, justement, a fait
un hommage à ces femmes en disant j'ai toujours voulu vous nommer, hein, vous nommer toutes, mais il n'y avait plus la liste. Et comment poser la question, hein, c'est à peu près ça qu'elle disait. Donc ça m'a vraiment interrogé aussi. Voilà. Donc, vous êtes nourri de lecture voilà. Lecture, poésie aussi, bien sûr, aussi Mandelstam, le destin de Mandelstam aussi, qui a été un opposant permanent, hein, dans la virulence, un peu même une forme de cynisme par rapport au pouvoir, hein, en rejetant. Donc, je l'ai gravé d'ailleurs. Hein. Lui, il est mort dans le parcours du goulag. Hein. Mais il a été donc très souvent arrêté. Il a été donc déplacé. Et voilà, donc lisant ces poèmes terribles, hein, donc on est dans le fait historique là aussi. Voilà. Je l'ai nommé, je l'ai gravé avec une grande joie, même si c'est pas tout à fait comment dire, il n'est pas comme la plupart, donc victime du bourreau, il est victime de cette charge monumentale contre lui sur 20 ans d'existence, quoi. Et aujourd'hui, vous dites que vous avez d'autres projets en cours ou en tout cas en parallèle, celui sur Orlando Furioso, un autre aussi sur les désastres de la pâtisserie, je crois. Oui, sur les désastres de la pâtisserie, c'est très simple. Ça a commencé autour d'une table. Après avoir mangé un gâteau, il y avait un fond doré en carton et j'ai gravé dedans avec le couteau que j'avais pour le déjeuner. Et j'ai eu envie, après, donc, de retrouver ces supports un peu éphémères et en faire des monotypes. Et ça, c'est un moment, donc, c'est un régal, quoi. Donc, un régal alimentaire. Et puis, moi, j'ai intitulé ça le désastre, donc allusion à, bien sûr, Francisco Goya, hein, où on pouvait donc très rapidement faire un portrait violent de personnage ou théâtral, quoi. Donc voilà. Et j'ai fait une grande série comme ça, et que je fais avec une grande insouciance. C'est très jubilatoire, c'est très intéressant. Comme le Roland Furieux de L'Arioste, hein, que j'ai commencé très tôt. J'ai commencé en 1987. C'est en lisant Italo Calvino, qui faisait une analyse du Roland Furieux de L'Arioste, que j'ai eu envie de lire. Et j'ai eu après un ouvrage complet en bilingue, en italien et en français, du très long poème du Roland Furieux, fait par L'Arioste. L'Arioste ne débute pas l'histoire de Roland, il l'a saisi d'autres auteurs, et il va rebondir pendant de nombreuses années. Il va faire 16 ans, une première là, pour comment dire, communiquer à la famille princière pour laquelle il travaille. Hein, il est quelque part un ambassadeur, il est donc comme beaucoup de ces intellectuels érudits qui ont un rôle important dans la diplomatie même donc de certains princes. Et donc il va travailler sur nombreuses séquences, des séquences incroyables où Roland, l'incompris, traite d'un combat héroïque et violent. Hein. Voilà. Donc ça, je continue. L'Arioste n'a pas terminé. Moi, je continue encore avec plaisir, parce que c'est à tout moment une ressource. Il faut dire que la gravure, moi, je peux emporter ces plaques
avec moi. Je peux les emporter avec des livres et avec moi quand je vais dans des lieux, puisque je n'ai pas besoin de beaucoup d'outils, d'une infrastructure. Chez moi, j'ai un petit atelier qui est un appartement, et donc j'ai des tables mobiles à roulettes, donc qui me servent donc pour travailler d'un registre à l'autre. Et travaillant avec donc la gravure comme ça directe, ce qu'on appelle en taille douce et en pointe sèche. Je peux emporter ça sous le bras, je peux emporter ça dans mes voyages en Allemagne, par exemple, donc en expliquant bien aux douaniers ce qui se passe. Donc, voilà. Je peux reprendre à tout moment. Voilà. Et moi, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement satisfaisant pour moi. Je ne peux pas me mettre à travailler à la peinture, parce que je crois qu'il faut une autre logistique. Je n'ai plus l'atelier de sérigraphie où j'imprimais de grands métrages, puisque c'était donc de grandes tables dites d'impression textile, où on pouvait aussi travailler sur des décors. Donc je ne travaille plus là-dedans, je n'ai plus accès à cette école, je ne souhaite plus y aller. Donc je travaille maintenant avec un espace simple, mais tout le temps animé, tous les jours. J'ai une contrainte de travailler tous les jours. Et j'imagine qu'en fait, au moment où vous travaillez sur Orlando Furioso ou les désastres de la pâtisserie, vous prenez encore plus conscience, vous parliez de contraintes là, mais vis-à-vis de ces images, de ces photos de la Grande Terreur, vous êtes contraint, vous êtes d'une certaine manière obligé par elles, par eux, par l'existence de ces individus. Enfin, vous pouvez pas faire n'importe quoi. J'imagine que dans le parallèle entre ces deux travaux, il y a quelque chose qui apparaît. Bien sûr. Une fidélité quand même, hein, donc pour la Grande Terreur, fidélité. Donc, voilà, c'est ça. Bien sûr, respect de l'intimité, chercher, se poser des questions de cette apostrophe muette qu'on a là, donc, c'est incroyable donc d'avoir ces regards encore vivants de tous ces morts. Donc, ça, il faut donc les traduire avec précision. Les transcrire. Voilà, c'est juste ce passage qui doit être fait. Et à tout moment, bien sûr, même si je travaille sur le Roland Furieux, je dois avoir une maîtrise, même si c'est plus lyrique, plus instinctif, si je peux me permettre. Donc là, ça sort plus de ma réflexion. Donc, je n'ai pas de repère. Je n'ai pas de repère visuel devant moi pour dessiner. Il y a uniquement mon expérience, l'accumulation de longs moments de dessin. Pendant la période du Covid, par exemple, j'ai ouvert un grand cahier, un grand format, et tous les jours, je dessinais mentalement. Mentalement, je n'avais pas je dessinais des corps. J'avais besoin des corps en pensant à justement Roland Furieux, qui est très souvent exhibé. Donc il y a des moments de folie où il est nu dans la forêt et là-bas les arbres et il pourfend tous les opposants en les déchirant. Voilà, donc dans sa furie. Donc j'avais besoin de ces corps en expression, quoi. Donc j'ai dessiné sur un grand répertoire, une espèce de grand cahier de comptes, en quelque sorte, tous les jours. Eh ben, merci beaucoup, Bernard Dessau. Et merci à vous, merci. Je suis ravi. Merci à vous encore.